Une société inclusive, quels fondements et quels enjeux pour penser une éducation pour tous? Alors, l'intitulé même de ce propos, vous le constatez, tel que nous l'avons décidé ensemble, atteste d'une volonté de situer la question de l'éducation à la hauteur à laquelle elle doit être, en réunissant tous les acteurs éducatifs, des parents, des professionnels, de tout secteur. Et je sais, entre autres, ce qui est entrepris ici et réalisé dans les Landes depuis des années par la jeunesse au plein air, avec l'implication d'autres partenaires, notamment en faveur de l'accueil d'enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs et de vacances. Bref, nul d'entre vous ne méconnaît le rôle essentiel de l'éducation dans l'édification d'une société que l'on va qualifier d'inclusive. C'est-à-dire une société qui fait place à la diversité et aux fragilités humaines dont le handicap est l'une des expressions. Et je voudrais insister d'emblée avec vous sur cette question-là qui change certainement le point de vue commun. Le handicap n'est pas un particularisme. À mes yeux, il est une des formes de nos multiples fragilités. La première de nos fragilités, c'est que dès que nous naissons, nous sommes déjà assez âgés pour mourir. C'est une fragilité fondamentale. Alors, qui souffre d'une fragilité psychologique, intellectuelle, physique, mentale? Bref, nous sommes pris tous dans une constellation de fragilités. Et l'une de ces fragilités porte pour nom handicap. C'est ça notre condition humaine. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas deux humanités. Une humanité qui serait dite handicapée et l'autre qui ne le serait pas. Non, il y a une humanité fragile. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une morale, mais c'est un constat. Et donc l'éducation, elle est cette conscientisation aussi des enfants en devenir adultes, de la prise de conscience de cette unité de l'humanité à travers une fragilité commune dont le handicap est une des formes et expressions. Et sans l'éducation, qui est par essence politique, au sens premier du terme, c'est-à-dire qui s'intéresse à la vie d'une cité, à la communauté humaine, c'est cela que ça veut dire, au sens platonicien du terme, eh bien sans cette éducation, et là nous devons, me semble-t-il, en prendre une conscience vive, un enfant risque de demeurer dans une acceptation passive de la mise à l'écart de ceux qui sont atteints d'une blessure, soit du corps, soit de l'esprit. Et faute de promouvoir l'aptitude de ces enfants, très perméables à l'âge éducatif, à saisir le monde tel qu'il peut être vécu par leurs pairs en situation de handicap, eh bien, ils resteront, à ses yeux, des êtres irréels, des sortes de figurines éloignées, lointaines, figées. Et si nous ne préparons pas les enfants par l'éducation, comment pourraient-ils appréhender l'expérience de nôtre avec un esprit ou un corps rebelle? Et puis, comment pourraient-ils comprendre leur désir de s'échapper de la prison des préjugés dans lesquels ils sont souvent tenus? Et on voit bien que sans cette éducation-là, sans une éducation commune, une éducation qui réunisse, devenus adultes, ces enfants vont percevoir ces autres enfants en situation de handicap comme des personnes problèmes, des différents. Alors voilà un mot que je n'aime plus du tout. Ce seraient des enfants différents. Nous sommes tous différents. La question n'est pas là. Nous sommes tous des singularités. Jusqu'au moment où nous serons clonés, chaque fois qu'il advient un être au monde, c'est un être singulier, original. Eux aussi le sont. Or, il les percevra comme des différents, parfois comme des intrus, parfois comme des pages vides où il n'y aurait que manque, absence ou incapacité. Ou encore, parfois, comme des héros qui seraient simplement utiles pour donner des leçons de vie. Ça ne peut pas être ainsi.
Imaginez des personnes qui seraient vouées à des territoires séparés, à des lieux réservés, hors de la vraie vie qui, elle, serait réservée aux autres. Et du coup, sans l'éducation, on voit bien comment on laisse finalement se réfugier des enfants et ensuite des adultes dans des ignorances ou des idées reçues. Vous voyez, moi j'ai coutume de dire, mais sans vouloir provoquer, qu'il y a eu les Lumières, le siècle bien nommé des Lumières, le XVIIIe, ce mouvement philosophique qui a traversé l'Europe, Lumière sur la liberté, sur l'émancipation, ose savoir par toi-même, ne suis plus simplement comme un mouton les grandes idéologies politiques, religieuses. Pense par toi-même, c'est ça l'idée des Lumières, c'est ça la devise kantienne des Lumières. Peut-être n'y a-t-il pas eu encore tout à fait des Lumières sur la question des fragilités humaines, dont le handicap. Et une école qui ne prendrait pas cela en compte. Alors j'appartiens à cette maison de l'éducation nationale et j'affectionne cette maison. Et en même temps, on doit sans cesse avoir ce souci. Une école qui resterait en dehors de cette préoccupation ne répondrait pas tout à fait à son devoir d'humanisation. Qui plus est, elle pourrait même entretenir à son insu une certaine handiphobie. Parce que c'est tout à fait clair, me semble-t-il, on ne peut pas changer les mentalités des adultes face au handicap si on a tenu les enfants éloignés de cette réalité humaine. On ne peut pas. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Si on tient des enfants dans des lieux aseptisés, comment, par miracle, pourraient-ils devenir perméables à cette forme de diversité humaine? Parce qu'on l'a rendue étrangère à leurs yeux. Et c'est ça notre défi. Si on ne donne pas à comprendre que les visages de l'humain sont infiniment nuancés, le nôtre comme le leur, et qu'on ne cesse de répéter à l'infini qu'il y aurait des enfants différents, les différents. D'ailleurs, on en finit à penser qu'ils sont si différents qu'ils ne peuvent pas faire communauté avec les autres. Et c'est le défi de l'école. L'autonomie de pensée et d'action que l'enfant acquiert par son éducation, nous le savons tous, lui permet d'échapper à des préjugés sur le handicap. Elle l'amène à prendre conscience que faire société, c'est composer avec ce qu'il y a de singulier et de fragile en soi et chez les autres, et non pas constituer une petite société à son usage en délaissant la grande. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, telle est la visée sociétale et éducative qui guide la réflexion que je vous propose sur les fondements et enjeux de cette société, que je conçois, je pense que c'est intéressant qu'on se le dise clairement au départ, non pas comme une utopie, mais comme un horizon. Alors l'horizon, vous le savez, c'est ce qui se définit comme une ligne imaginaire, que l'on n'atteint jamais, mais qui donne l'énergie d'avancer. C'est comme cela qu'il faut le voir. Évidemment, ce qu'on va dire là sur les fondements de cette société peut nous dire, mais c'est complètement à contre-culture, tout ça c'est iréniste, c'est idéaliste, c'est utopique. Pourquoi notre temps devrait-il se priver de porter très haut certaines valeurs, fussent-elles difficiles à défendre et à accomplir? Alors cet horizon d'une société inclusive, c'est ce qui donne sens à notre ambition commune pour l'école, pour une éducation. En gros, mon propos, c'est une sorte de toile de fond anthropologique, philosophique, éthique, sociopolitique, pour concevoir autrement les droits de chacun dans la société, mais aussi dans l'éducation, et penser une cité pour tous. Alors une cité pour tous, la cité, c'est mosaïque, Ça va des structures de petite enfance à l'école, en passant par les lieux de soins, en passant par les espaces professionnels, artistiques, culturels, de vacances, de loisirs, bref, de sport, etc., etc. Mon propos, je l'ai guidé, je l'ai structuré selon 3 questions. La première question à laquelle je vais tenter de répondre, quel est le contexte de diffusion de cette notion de société inclusive? Quel est le contexte de diffusion? Deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, qu'est-ce qu'être inclusif? Parce que si on ne s'accorde pas là-dessus, il y a obligatoirement dérive ou problème. Et enfin,
La troisième question, c'est quels sont les fondements d'une cité conçue pour tous, garantissant les droits à l'éducation. Alors, première réflexion que je vous propose, c'est quel est le contexte de diffusion de cette notion de société inclusive. Alors, vous le savez, notre pays est plutôt bon élève en la matière. Il y a eu aux Nations Unies une convention internationale qui s'appelle la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. L'Assemblée de l'ONU a adopté cette convention, que vous connaissez peut-être, en 2006. Elle a proposé cette convention à signature et à ratification à l'ensemble des pays adhérents à l'ONU. Je crois que ça représente 199 pays. Ce n'est pas tous les pays du monde qui adhèrent à l'ONU, mais enfin, c'est bien sûr la plus grande partie. La France l'a signée très vite, dès 2007, et l'a ratifiée en 2010. Mais cette convention, qui est une convention très forte, je ne sais pas si on a bien mesuré, nonobstant la signature et la ratification, sa visée et ses enjeux inclusifs. Parce qu'ils sont forts, ils sont très forts. Et ce, en un temps que je vais qualifier d'aussi obscur que lumineux. Pourquoi ? Parce que c'est un temps qui me paraît, peut-être en conviendrez-vous, traversé par des mouvements divergents. Où, justement, l'idée qui nous rassemble ce soir de société inclusive s'est diffusée, assez rapidement d'ailleurs, avec de multiples déclinaisons. École inclusive, société inclusive, culture inclusive, loisirs inclusifs, habitat inclusif, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs. C'est allé très vite. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'appréhender la portée de cette idée, mais pour l'appréhender, il nous faut la situer dans ce paysage social que je qualifie de tendu. Tendu parce que, premièrement, c'est un temps contradictoire. Pourquoi c'est un temps contradictoire ? Parce que c'est un temps, le nôtre, qui prône l'égalité, mais qui hiérarchise implicitement les vies, jaugeant leur productivité et leur rentabilité. On se demande combien elles coûtent et en conséquence si c'est bien la peine d'en accompagner certaines. Je ne parle pas que de la société française, mais plus largement. Et on se demande parfois à quel moment et dans quelles circonstances et à quelles conditions valent-elles d'être vécues ou soutenues. On s'interroge. Et j'ai été très frappé par un sujet qui a été proposé comme brevet blanc à des élèves de classe de 3e SVT, qui, vous le savez, ce sont des élèves qui ont 14-15 ans. Je ne sais pas si, monsieur l'inspecteur d'académie, vous avez été au courant de ça. Ces éditions Atier ont proposé le sujet suivant à ces élèves-là, de 14 ou 15 ans. Repère, dans un premier temps, les handicaps et les maladies provoquées, les anomalies provoquées par la maladie, à l'occurrence la trisomie 21, puis explique en quoi ils peuvent légitimer un arrêt de grossesse. Vous le comprenez, il ne s'agit pas de prendre position pour ou contre, mais ça nous amène à réfléchir. Pourquoi, en un temps comme le nôtre, au lieu d'inciter des élèves à réfléchir sur la complexité de nos contextes culturels, sociaux, économiques, en termes de représentation, d'obstacles, de facilitateurs, proposer un sujet qui conduit des élèves ados à énoncer ce qui ne peut être que des jugements de valeur. Que des jugements de valeur. Comment demander à des adolescents de saisir les enjeux d'une telle question alors même que les débats entre adultes ont tant de mal à aboutir ? Et je vous fais grâce du corrigé qui est de la même veine. Si bien que l'association Grandir à l'école, présidée par Nathalie Gérier, et qui était préalablement vice-présidée par Sophie Cluzel, qui est maintenant secrétaire d'État, donc a réagi auprès des éditions Atier. Je le répète, il ne s'agit pas de prendre position, mais il s'agit de
pour ou contre ces arrêts de grossesse, dont on sait qu'ils sont pratiqués en cas de trisomie 21. Les détections sont tout à fait fréquentes. Ce que je dis, c'est est-ce que nous sommes dans un temps qui réfléchit aux incidences de sujets aussi abrupts présentés à des adolescents? C'est un temps que je qualifierais encore d'ambigu, parce que c'est un temps qui connaît des progrès sans précédent. Le 20e a été une explosion tout à fait considérable dans le domaine scientifique, technique, la connaissance de la vie, la connaissance de l'univers, et ça a changé, évidemment, nos modes de vie. Pour autant, que constate-t-on? Et toutes les études sociologiques le montrent, qu'en dépit d'un apparent consensus contre les exclusions, et à l'encontre même d'un espoir que je qualifie de séculaire, de réduction des écarts, ce que l'on constate dans nos sociétés, c'est que des îlots de commodité et de confort côtoient des océans d'empêchement. Îlots de confort, océans d'empêchement. Et on voit bien alors la mission de l'école, une mission difficile. On attend beaucoup de l'école. On ne peut pas tout donner. En tout cas, comme vous l'avez dit, elle est en chemin. Elle est en chemin, cette école-là. Et l'école ne fait pas exception. Et c'est ce que confirme d'ailleurs le défenseur des droits dans son rapport 2016. Il indique effectivement que malgré l'augmentation indéniable du nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés, eh bien, plus d'1 sur 2 de ces enfants quittent l'école ordinaire avant ses 10 ans. C'est 10 ans. C'est un temps que je qualifie encore de paradoxal. Pourquoi ? Parce que c'est un temps qui affirme respecter la fragilité, les fragilités, et qui en même temps les marginalise. Parce que qui d'entre nous ne le constate pas, nous finissons par nous perdre dans des idéaux de puissance et la tentation de l'illimité. Dans une sorte de mécanique sociale, on voit bien que l'homme économique fait régner une sorte de loi d'airain, celle de la compétition, celle du marché, jusqu'au courant que vous connaissez, qui s'appelle le transhumanisme ou le post-humanisme, qui rêve d'un homme zéro défaut, tant dans ses capacités physiques que mentales, ne reconnaissant plus la maladie, le handicap, la fragilité, le vieillissement, la mort, comme immanente à l'humain. Et le transhumanisme va jusqu'à rêver la mort de la mort. Si chaque fois qu'un organe humain et l'humain est défaillant, on peut le remplacer par le robot, alors il y aurait l'éternité au bout de la route. Vous voyez, on est dans ce temps. Et je prenais des exemples en pensant à cette conférence pour illustrer un premier mot. Je reprenais un article paru dans Libération, et c'était Libération en juin dernier. Donc c'est assez récent. Eh bien, un praticien généraliste passé devant la chambre disciplinaire de l'ordre régional des médecins de Basse-Normandie pour ses propos favorables à l'euthanasie des personnes en situation de handicap. Il ajoutait ces mots terribles, il disait finalement, on peut comprendre l'Allemagne nazie, ce qui s'est passé sur le Troisième Reich. Vous savez qu'il y a eu des stérilisations massives, 450 000 stérilisations, 250 000 personnes en situation de handicap qui ont été gazées. Et il disait finalement, on peut les comprendre, ils ne servaient à rien dans la société. Leur utilité, ça a été de servir de cobaye. C'est 24 juin, Libération, médecin devant la chambre de l'ordre régional de Basse-Normandie. Ce n'est pas évidemment la règle, mais il y a une sorte de nostalgie d'une société où finalement il n'y aurait pas d'inutiles, il n'y aurait que des productifs. Mary Douglas, magnifique anthropologue américaine, disait à raison, ce que l'on sculpte dans la chair humaine, c'est l'image d'une société. D'où l'impact de l'éducation. C'est un temps ambivalent encore, où l'on parle abondamment d'accompagnement. Vous le constatez, ce mot est utilisé de manière quasiment pléthorique. Accompagnement à l'école, humain, social, etc. Très bien. Mais les plus vulnérables, si on sait les entendre, non pas si on est enfermé dans une tour d'ivoire, mais si on sait les entendre, ont l'impression, vivent
de plus en plus avec un sentiment de délaissement, de désaffiliation et d'insécurité dans une société apparemment de plus en plus sécurisée. Et le paradoxe est encore là. Et on voit que cette question de l'accompagnement, qui d'ailleurs a été inscrite lors d'un comité interministériel dernièrement qui a eu lieu sur la question du handicap, on voit que cette question de l'accompagnement est au cœur de ça. Se sentir accompagné, se sentir cheminé auprès de quelqu'un. C'est vrai dans la société, c'est vrai dans l'école et c'est vrai dans toute situation humaine. Il y a un sentiment de manque, même si ce mot est très largement prononcé. Je pensais particulièrement à toutes les personnes en situation de handicap. Elles ont été évaluées lors du dernier conseil interministériel à 6800 et un petit peu plus de personnes en situation de handicap, notamment qui souffrent de troubles du spectre autistique et qui sont aujourd'hui placées, exilées, j'allais dire comme ça, en Belgique. Il y a parmi ces 6800 5380 adultes et 1450 enfants. Alors quand on énonce des chiffres comme ça entre nous, on peut se faire plaisir avec la mathématique et les statistiques. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour prendre la réalité à bras-le-corps, c'est de songer là aussi aux visages humains, c'est-à-dire aux personnes elles-mêmes et puis à leurs familles. Et ça donne sens effectivement aux chiffres qui peuvent quelquefois en perdre. Et c'est tout à fait intéressant dans ce paradoxe de constater, c'est ce que dit Claude Bisson-Vèvre, le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qu'en dépit de l'avancée, ce qui a été fait sur la scolarisation des enfants en situation de handicap, on ne peut pas la nier, près de 80% de plus en 10 ans, ça c'est considérable, eh bien les familles parlent quand même toujours du parcours du combattant. Et là, il nous faut prendre en compte évidemment ces témoignages de familles qui vivent cette réalité. Alors accompagner, ça ne peut pas être un mot, c'est aussi une réalité encore défaillante dans notre société. Et pensée particulière aux solitudes que vivent les parents, c'est-à-dire une difficulté à transmettre l'indicible, l'incommunicable, à d'autres qui semblent ne pas vivre les mêmes réalités sur la même planète. C'est un temps encore que je qualifie d'équivoque, qui développe une pensée de l'universel et en même temps, tout en s'égarant dans les particularismes et les communautarismes, j'allais dire de manière un peu ramassée que la barbarie, au nom de l'appartenance, n'a jamais dit son dernier mot, et les événements cruels et meurtriers que nos pays connaissent attestent malheureusement de cela. C'est un temps incertain qui se veut indépendant d'esprit, mais si on y réfléchit bien, c'est un temps très assujetti à des normes souveraines qui sont mises en scène à grand bruit. En tout domaine, les exigences normatives ne cessent de croître et l'éducation n'y fait pas exception. Il faut être à la norme. Il faut être conforme. Et on finit par oublier que les êtres humains que nous sommes ne sont pas des copies conformes à un modèle unique reproduit en millions d'exemplaires interchangeables. On finit par l'oublier. On finit par omettre que l'humanité, c'est une infinité de singularités. J'allais le dire autrement, c'est une infinité d'inflexions. C'est une infinité de crises, c'est une infinité d'aspérités qui se traduisent parfois par ce que l'on nomme handicap, par le hasard d'une vie ou le hasard d'une naissance. C'est un temps indécis qui dit faire place à la diversité. C'est un mot aussi très employé, mais on voit bien que ceux qui, par leur mode d'être au monde, n'entrent pas dans les cadres usuels de reconnaissance, se voient plus ou moins exclus de la photographie de famille. Il y a une sorte de normalité, de conformité à un supposé modèle. C'est ce qui se joue dans nos esprits. Nous sommes formatés culturellement comme ça, qui s'impose à nous comme une illusion. Et cette croyance en une normalité, en une conformité tout à fait illusoire, eh bien,
cette croyance finit par se penser raison. Et pour travailler par expérience et puis par parcours personnel sur d'autres continents et d'autres pays du monde, ce qu'on constate, c'est que notre culture n'échappe pas à ce mirage, pas plus que les autres. Alors on finit par se poser des questions. On se dit, tiens, comment normaliser les anormaux? Comment reconnaître ceux qui ne sont pas reconnaissables? Comment ranger les dérangés? Comment caser les incasables? Et vous voyez, il y a une sorte de normalité à marche forcée qui n'en finit pas de fabriquer toujours plus d'inconfort. Et on voit bien comment c'est très corrosif à l'adolescence, parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis à la norme? Est-ce que je suis à la bonne taille? J'ai le bon poids? Comment les premières rides peuvent nous gêner? Parce qu'il faut être toujours jeune, toujours fort, toujours à la norme. Et c'est une vraie question. Et quand on parle, moi je travaille beaucoup sur ce que j'appelle une anthropologie du très proche, c'est-à-dire l'idée que le savoir sur la question du handicap ne peut pas se décréter, ne peut pas venir d'en haut. Il vient des experts, c'est-à-dire de ceux qui font l'épreuve dans leur corps, dans leur esprit, de cette forme de fragilité. Et quand on les écoute, ils sont sous cette contrainte-là. Dit oui, vous célébrez la singularité, vous célébrez finalement la diversité, mais en même temps, on ne fait pas partie de la photographie de famille. On doit toujours refaire nos preuves. On est toujours à quelque part à côté. Et on voit bien comment, si on y prend garde, les gens qui vivent le handicap au quotidien sont rangés dans une catégorie. Les handicapés. Je mets entre guillemets, j'aime pas ce mot, les handicapés. C'est-à-dire ils sont étiquetés à partir de leur manque. Comme si l'un d'entre nous atteint d'une maladie était désigné par sa maladie. Et alors convenez-en, on se perd dans de faux débats. On dit mais pourquoi on dit les gens en situation de handicap? Parce que le handicap, les amis, ce n'est pas leur nature. C'est la situation qu'ils vivent. De même que quelqu'un qui serait atteint d'un cancer, on dirait le cancéreux. Mais non, c'est pas ça, c'est son manque, c'est sa défaillance, c'est son déficit. Il y a là une dignité des mots. Il y a une dignité des mots. Et il y a des mots qui mettent à part. Et on voit bien que dans tout au long de l'histoire, tout au long du grand récit de l'humanité, et on n'en est pas tout à fait sorti, le handicap suscite un processus de négation ontologique. Les personnes en situation de handicap qui ne l'ont pas choisi sont souvent criminalisés, désignés comme des coupables. Et ils sont marqués par une sorte d'état d'exception. Alors on cherche des mots, on dit on va les appeler différents. Dans certains pays, on dit les extraordinaires. Les autres, les exceptionnels. Non, ils sont comme nous. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Sauf que la fragilité, chez certains, a inondé leur vie. Nous, pas encore. Pour certains d'entre nous. Ça peut venir. Mais nous sommes les mêmes. Il n'y a pas d'état d'exception. Donc le désir d'être éduqué, sur la question de la vie affective, de la vie intime, amoureuse, vous voyez ce débat qui s'est invité chez nous, alors on se dit mais on va légiférer. Mais il ne faut pas légiférer, il faut ouvrir des libertés. Parce que nous sommes les mêmes. Nous voulons être aimés, désirés, être désirés. C'est ce qui nous humanise. C'est les mêmes. Les expressions ne font que varier. Puis-je vous dire, et je me le dis à moi d'abord, que nous pensons souvent très mal cette question, parce que nous la pensons trop particulariste et trop à part. Tant que nous ne pensons pas ensemble, nous continuerons à mal penser. L'école de la République, à laquelle j'appartiens, c'est l'école patrimoniale. Il n'est écrit nulle part que cette école patrimoniale, certains enfants ou familles doivent demander la permission d'y entrer. Il n'appartient à personne de prêter, de donner ou de refuser ce qui appartient à tous. C'est ça la règle. L'idée de société inclusive, c'est une société qui est vue comme un patrimoine. Il n'y a pas de droit d'entrée à payer, il n'y a pas de créditeur, il n'y a pas de créancier et il n'y a pas de débiteur.
Je pense à cette maman qui, dans une conférence que je faisais sur la parentalité, me disait « Mais vous savez, monsieur, je ne cesserai de remercier cette école qui a bien voulu prendre mon enfant. » Je disais « Madame, nous sommes les mêmes. Nous avons tous à dire merci parce que nous sommes tous interdépendants. Mais vous, pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Vous avez assez de culpabilité au fond de vous, n'en rajoutez pas. » Voilà. Et je pense qu'il nous faut dire ces choses clairement. La société n'est pas un club dont certains pourraient bénéficier en se sentant bien bons de donner une place aux autres. Ça ne peut pas fonctionner comme cela. Je termine avec ça. Donc, du coup, c'est un temps désarmant que j'ai qualifié d'aussi obscur que lumineux. Et ce n'est pas donc inintéressant de voir que ce mot s'est déployé dans ce clair-obscur. De même que lorsque notre société, on dit, a connu une crise importante, située sur les années auxquelles je fais référence, et comment l'horizon se bouchait quelque peu, on n'a jamais autant parlé de projets. Parce qu'on finissait par se dire, mais il manque d'horizon. Regardez, une campagne présidentielle a été toute bâtie sur le lien social, parce qu'on voyait que finalement on devenait des juxtapositions d'individualisme. C'est-à-dire que les mots qui jaillissent, ils jaillissent souvent de vide. Et ils jaillissent de ces paradoxes-là. Alors du coup, dans ce contexte-là, ce mot se développe. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Deuxième partie de mon propos. Alors dans un tel paysage, le mot inclusion. Je vais dire pourquoi, dans mon propos, non pas pour faire une coquetterie de langage, mais pourquoi c'est un mot que je n'utilise plus, inclusion, et pourquoi je lui préfère le mot inclusif. Je répète, je ne veux pas jouer sur les mots par un certain académisme, la question n'est pas là. C'est beaucoup plus profond que cela. Et on va d'abord se demander ensemble quelle est la signification cachée du mot inclusion. Quelle est la signification cachée ? C'est un mot qu'on a utilisé, qu'on a traduit de l'anglais, il est né dans le monde anglo-saxon, et on l'a utilisé. Alors, je vous propose donc une inflexion terminologique qui n'est pas gratuite, mais qui me paraît ouvrir une réflexion et des pratiques différentes. Parce que toute ambition de changement profond dans une société requiert un répertoire terminologique clair et signifiant. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Orwell, qui avait fait un célèbre roman d'anticipation au milieu du XXe siècle, qui s'appelait 1984. Il disait, Orwell, ce qui importe, c'est que le sens gouverne le choix des mots et non pas l'inverse. Quand on s'exprime mal, on pense et on agit mal. Et c'est un peu le risque d'être amené à des pratiques dérivantes. Alors, le terme inclusion, que signifie-t-il ? Je n'invente rien, je me suis livré simplement à une recherche étymologique. La recherche étymologique montre que c'est un mot qui est lié à l'idée d'enfermement. L'inclusion, c'est l'idée d'enfermement. C'est l'idée d'occlusion. C'est l'idée de clôture, de claustration. Je vous signale que le mot cloître est né de la même racine includere. Alors, je pourrais prendre des exemples dans des champs excessivement divers. Je vais simplement faire bref. En minéralogie, une inclusion, c'est ce qui renvoie à un corps solide, liquide ou gazeux, d'une nature différente de l'ensemble dans lequel il se trouve pris, en minéralogie. Si je tourne vers l'art dentaire, l'odontologie, une inclusion dentaire, ça correspond à l'emprisonnement d'une dent dans l'arcade osseuse d'une mâchoire. Et il faut désincarcérer cette dent. Vous voyez, il y a l'idée d'occlusion et d'enfermement. En biologie, une inclusion fœtale, c'est une anomalie qui est liée à la présence d'un reste de fœtus à l'intérieur d'un fœtus jumeau. C'est cela en biologie. Quand on se tourne vers le Littré, qui est paru à la fin du XIXe siècle, on y considérait le mot inclusion comme un terme de tératologie.
La tératologie, c'est la science qui étudie les monstres. Et la définition du Littré était alors la suivante. La monstruosité par inclusion est celle dans laquelle un ou plusieurs organes d'un fœtus sont enfermés dans le corps d'un autre. Cette diversité d'emplois, que je pourrais multiplier, j'ai bien sûr d'autres exemples, à laquelle ont recours les auteurs du Trésor de la langue française et autres lexicographes, met en lumière la signification dominante du mot inclusion, à savoir la présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas. Présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas. Et on trouve ça dans le dictionnaire de l'Académie française, dont le tome 4 est en cours de rédaction. Il dit, le dictionnaire de l'Académie française, la présence d'un corps hétérogène à l'intérieur d'un milieu donné auquel il n'appartient pas. C'est la même connotation. Enfermement, corps hétérogène. Ah, vous voyez, ça pose problème. Parce que les mots ne sont pas simplement une coquetterie, ils donnent sens, ils ont une philosophie, ils donnent une orientation. Du coup, c'est ce qui m'a amené dans le petit livre dont vous avez parlé, à dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'a pas un mot juste, est-ce que l'action et les pratiques le seront alors? Ou est-ce qu'elles seront dérivantes? Ce seront des pratiques, comme disait Michel Foucault, assujetties. Et du coup, je me suis dit, l'adjectif inclusif, qui est facilement déclinable selon les morceaux de la mosaïque sociale, on l'a dit tout à l'heure, école inclusive, on retrouve ça dans la loi Payon, pratique artistique, entreprise inclusive, on peut le décliner à l'infini. À mes yeux, il fait davantage sens. Et il est davantage porteur. Pourquoi? Parce qu'il s'oppose, et ça c'est facile à comprendre, à l'adjectif exclusif. Inclusif, contraire, exclusif. Et que veut dire exclusif? Ce qui est exclusif, c'est ce qui appartient à quelques-uns à l'exclusion des autres par privilège spécial et qui n'admet aucun partage. C'est ça que ça veut dire exclusif. Donc l'inclusif, c'est le contraire. Mais on le voit ensemble. Être inclusif, ça ne consiste pas à faire entrer un élément qui serait étranger, en l'occurrence des enfants en situation de handicap, dans un ensemble, en prétendant que ces enfants seraient extérieurs. Non, c'est pas cela. Dans un milieu éducatif ou social, qui plus est, en les enfermant dans ce milieu et en espérant qu'ils disparaissent en se normalisant. C'est pas du tout ça. Non, l'idée d'une société, d'une école inclusive, c'est justement de remettre en cause nos habitudes très normatives, et ça doit nous amener même symboliquement à abandonner tous les mots frontières qu'on continue à utiliser. Hein? Je vais prendre un exemple. Deux mamans discutent, j'ai assisté à ça, elles avaient des petites filles de l'âge de 6 ans à peu près, qu'en préparatoire. Et une maman, celle dont la petite n'était pas touchée par le handicap, dit « Tiens, ma petite, elle est scolarisée en CP cette année. » Et la maman qui avait une petite fille en situation de handicap dit « Moi, la mienne, elle sera en inclusion scolaire. » Vous voyez l'absurdité de ce discours. Je ne dis pas que les mamans étaient absurdes. Ce que je dis, c'est que je ne vois pas l'intérêt, dans une perspective inclusive, de se dire il y a des gens qui sont en inclusion scolaire et d'autres qui sont scolarisés. Ce sont des enfants, ils sont scolarisés. Pourquoi continue-t-on à créer des frontières, y compris par des mots, tout en prétendant rassembler les mondes? Il y a quelque chose aussi qui est mal pensé, et du coup, je me disais, cette maman, l'expression, c'était déjà une infériorisation. La tienne est scolarisée et la mienne est en inclusion scolaire. Élément étranger qu'on a bien voulu mettre dans l'ensemble. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'école est patrimoniale. Si un enfant le souhaite, peut en être bénéficiaire. Évidemment,
On peut penser que certains enfants, malheureusement, quand on parle handicap, on parle de réalités tellement différentes, que certains ne le pourront pas, parce que leur corps est trop meurtri. La médicalisation de chaque instant ne le permet pas. Parce que c'est aussi cela. Hein. Eh bien, sinon tous les autres, oui. Mais ils ne doivent pas être incorporés comme des éléments exogènes, qui méritent un vocabulaire particulier. Mais ils sont scolarisés dans un ensemble commun. Alors disons simplement scolarisés. Et quand quelqu'un est au travail, il est professionnalisé ou il a une vie professionnelle. Il n'est pas en inclusion professionnelle. Est-ce que vous sentez cela? Il y a là comme une prétention d'une partie de l'humanité. J'accepte de te mettre en inclusion. J'accepte de te mettre... Non. Et c'est pour cela que j'y reviens. On ne peut pas continuer à penser les choses de cette manière. Ne vous y trompez pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les vies peuvent être uniformisées, qu'il s'agit d'être tous au même endroit et au même moment, parce que j'ai conscience forte avec vous que la vie est profondément inégalitaire. Et dès l'instant même de la naissance, on est né quelque part, avec un potentiel du corps ou de l'esprit, je ne le méconnais pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a une manière de faire place, toutefois, chacun à sa mesure, dans ce que j'appelle un patrimoine commun. Et on le sait bien, parce que nous le vivons dans d'autres occasions. Se trouver ou être placé dans un même lieu, sur un même territoire, dans un même établissement scolaire ou professionnel, ne garantit pas d'en faire pleinement partie. Si vous êtes dedans, mais que personne ne s'intéresse à vous, vous ne comptez pour personne, vous n'êtes reconnu par personne. Ça sera pire, parce que c'est un exil à l'intérieur. Et l'exil à l'intérieur, c'est pire qu'être à l'extérieur. Et du coup, la dynamique inclusive, c'est bien comment on permet à chacun de partager le patrimoine éducatif, social, culturel, politique, communicationnel. Il ne s'agit inclure les gens, c'est pas faire comme les animaux, amener tout le monde à paître dans le même pâturage. C'est échanger des projets. Alors, il me semble, j'en viens là, il me semble que cette question de l'école inclusive dépasse très largement la question du handicap. Ce soir, on en parle spécifiquement. Mais c'est une question sociétale, c'est une question politique profonde. Parce que nous sommes confrontés à ceux qui constituent peut-être en dernière instance le noyau dur de nos cultures. Quel est ce noyau dur? Et ça se passe de manière inconsciente. Il ne s'agit pas de mauvaise inspiration, mais c'est une césure radicale entre ce que nous appelons normal et ce que nous considérons anormal. C'est une césure radicale entre des gens qui seraient dedans et des gens qui seraient dehors, avec des processus inconscients, souvent conscients parfois, d'accaparement du dedans. Des gens dedans, des gens dehors, et puis certains s'accaparent dedans. D'un côté, il y aurait des éléments exogènes qui relèveraient d'une inclusion, et de l'autre, il y aurait des vigiles, des portiers, des gardiens du temple, qui autoriseraient ou refuseraient cette inclusion. Mais je ne le vois pas comme ça. Ce qui me paraît clair, c'est que par naissance même, nous sommes héritiers d'un patrimoine humain et social qu'ont tissé nos devanciers et que durant notre temps, nous continuons à tisser pour le transmettre après. Mais nous en sommes tous également héritiers. Et nous sommes dedans par naissance même. Donc cette vision de l'inclusion qui consisterait à dire, sous prétexte que nous sommes préservés du handicap par le hasard d'une vie ou d'une naissance, nous sommes autorisés à refuser ou à permettre l'entrée de gens qui seraient dehors, c'est une vision distordue. C'est une vision distordue. Donc être inclusif, et je termine avec ça, n'est pas faire de l'inclusion. C'est autre chose. C'est favoriser chacun à sa mesure. Parce que là aussi, nul d'entre nous n'est naïf. Chacun à sa propre mesure. Eh bien, chacun à sa mesure
favoriser l'éclosion, le déploiement de ces potentiels. Et c'est en s'accordant là-dessus, sur ce qu'on dénomme école, société inclusive, que l'on pourra véritablement progresser. Et souvent, je le constate dans ce que je peux faire ici ou là-bas, et le mesurer, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. La notion est déjà assez galvaudée, elle est déformée. Il y a des institutions encore fermées, des pratiques d'entre-soi, des visions très compartimentées du monde social qui se qualifient ou s'affichent inclusives. Elles ne le sont pas du tout. Il y a quelquefois des enfants qui sont dits en inclusion scolaire, qui sont rangés dans un coin de la classe. Je ne blâme personne, parce que les classes sont nombreuses, on n'a pas vraiment le temps de s'en occuper, l'AESH n'est pas là, et ce sont des enfants qui se trouvent en isolat à l'intérieur. Est-ce une visée inclusive? Non. Et d'ailleurs, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, que je lisais, là, il a publié un texte en septembre, disait finalement, dans nombre de pays, on accepte une certaine ségrégation sociale, éducative, sous une appellation plus acceptable que l'on appelle inclusion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire. Et il dit ceci, cette forme de ségrégation est l'une des pires formes de discrimination. L'éducation inclusive, conclut-il, rejette la doctrine séparés mais égaux. Voilà ce qu'il dit. Voilà la conclusion de son rapport. Je termine avec ce deuxième point, et pour conclure avec le dernier. Donc, une société ou une école inclusive est celle qui module son fonctionnement, on pourrait dire qui se flexibilise, parce que les vies sont différentes, pour offrir dans l'ensemble commun un chez-soi pour tous. C'est ça le défi. Comment notre école peut devenir un chez-soi pour tous? Alors tout le monde ne sera pas la moyenne, tout le monde ne sera pas au bon âge, tout le monde ne sera pas le plus performant, mais ça sera quand même un chez-soi où chacun pourra grandir à sa propre mesure. Et on voit bien que ce chez-soi pour tous, qui est la définition même d'une société inclusive, ne serait que chimère si il n'était pas assorti dans tous les domaines pédagogiques, etc., tout au long de la vie, d'accompagnement, j'en ai parlé tout à l'heure, de réponses accompagnées, de médiation compensatoire, de modalités de suppléance, de contournement, en bref, de toute une gamme d'accommodements et de suppléance pour garantir l'accessibilité à cette maison commune. Et le défi que nous avons à relever, et je crois qu'il nous faut vraiment y croire, c'est que le milieu de vie, là aussi qui est patrimonial, n'est pas un donné, c'est un construit. Et ce milieu de vie, il est tramé d'éléments sociaux, relationnels, qui soit sont peuplés d'obstacles, soit de facilitateurs. Donc faire tomber autant que nous pouvons les barrières. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est du côté des îlots de confort ou de commodité, on finit par ne plus s'apercevoir qu'il y a ces océans d'empêchement. Alors quand on prend un exemple, on sait très bien que la langue des signes ne supprime pas la surdité, que le facile à lire, facile à comprendre n'élimine pas la déficience mentale, mais il s'agit de réduire les résonances de ces difficultés. Tel est le principe d'accessibilité de tout à tous. Et nous en sommes encore un petit peu loin. Alors je vais le résumer ainsi, qu'ils soient architecturaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient pédagogiques, professionnels, culturels, les plans inclinés sont universellement profitables. Ce qui est facilitant pour les uns, c'est toujours bénéfique pour les autres. Dernière partie de mon propos avec laquelle je termine, quels sont les fondements d'une telle société que j'ai donc qualifié de cité pour tous ou de chez soi pour tous? Vous le percevez ainsi, certainement, c'est un nouveau cadre de pensée sociale. Ce n'est pas moins que cela. Ce n'est pas simplement une expression, c'est un nouveau cadre de pensée sociale
que nos sociétés prennent conscience qu'elles ont maintenu des formes d'exclusivité. Et Simone de Beauvoir avait cette belle expression, elle disait « le pire, c'est qu'on finit par s'y habituer ». On finit par ne plus les voir. Cette maman qui galère avec son fils, qui dit « moi je fais un parcours du combattant », les autres la regardent, ils disent « mais attends, mais c'est pas vrai ça, t'as vu tout ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap ? Ils ont mis des accompagnants, l'école est ouverte, etc. » On est souvent incapable, vous et moi, de pénétrer les réalités de vie qu'on ne vit pas. Ces vies si fragiles, ces vies confrontées à des difficultés qu'on ne connaît pas. Et on est très prompt à dire « mais non, il y a déjà beaucoup de choses faites ». Bien sûr qu'il y a des choses faites, je ne conteste pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a des formes de solitude profonde dans une société qui va vite, qui est très exigeante, qui est très corrosive, et qui finit par oublier ces formes de fragilité, une société qui prône, comme je l'ai dit, des formes de force. Cette pensée sociale, cette forme de pensée sociale interroge puissamment notre forme culturelle. Elle interroge puissamment. Elle questionne les lieux d'éducation qui sont gouvernés par la norme. Là aussi, ce n'est pas de l'ordre du reproche, c'est de l'ordre d'un constat. On est issus, certainement, vous et moi, de cette école très normative. Le bon âge, la bonne classe, la bonne moyenne, la bonne norme, la toise. C'est une réalité. Alors ceux qui s'éloignent de ça, niveau, classement, sont évidemment considérés comme atypiques. C'est une pensée sociale qui remet en cause aussi les milieux professionnels, qui sont arc-boutés eux aussi sur des standards. Et c'est une pensée sociale qui bouscule notre communauté sociale soumise aux principes d'utilité et de conformité. Alors la société inclusive à édifier collectivement, ce n'est pas les autres, c'est nous, me semble reposer sur 5 axiomes. Vous savez, un axiome, sur le plan philosophique, c'est ce qui vaut, ce qui est jugé digne. Le premier axiome de cette société inclusive conduit à remettre en cause la hiérarchisation des vies. Hiérarchisation des vies. C'est-à-dire que dans cette perspective, il y aurait, comme je l'ai dit, plusieurs humanités. En tout cas, dans une vision. Une humanité qui serait éminente, ceux qui ne sont pas en situation de handicap, et puis une humanité qui serait plus insignifiante, qui ne serait pas tout à fait humanisée. Alors quand je dis cela, ça peut choquer. Mais quand on observe tout le temps des profondeurs historiques de l'Antiquité gréco-romaine, en passant par les premiers pas de l'ère chrétienne, etc., jusqu'à l'âge classique et puis au-delà, c'est ce qui s'est passé. Ces gens-là, ils ne sont pas tout à fait humains. Aristote disait « les sourds sont incapables de raison ». Les aveugles, pendant le Moyen-Âge, étaient molestés, on les trouvait sur le bord des routes, on leur crachait dessus, on jouait avec eux sur les foires. C'était ça la condition des aveugles au Moyen-Âge. Songez aussi à la condition de ce qu'on a appelé les fous, qui étaient criminalisés. Toute l'histoire de l'humanité est faite de cela. C'est-à-dire la double peine, fragile mais coupable de quelque chose. Alors à des degrés divers selon les cultures du monde. Songez aujourd'hui aux albinos dans des pays d'Afrique subsaharienne qui sont chassés et qui sont dépecés à partir de croyances tout à fait particulières. Alors une humanité vraie et puis une humanité un peu insignifiante. Et puis une humanité qui mériterait l'excellence, en éducation par exemple, et puis l'autre qui pourrait se contenter de pis-aller. Oh, si les profs ne sont pas très bien formés, eux, ils sont handicapés. La question qui se pose, et j'en ai fait le sous-titre de mon livre, c'est qu'il n'y a pas de vie majuscule et qu'il n'y a pas donc de vie minuscule. C'est une hiérarchisation qui est tout à fait utopique et philosophiquement irrecevable, politiquement irrecevable. L'excellence aux uns, le pis-aller pour les autres. Mais, comme je l'ai dit, une seule humanité. Et cette humanité, ce qui la caractérise, si on s'interroge, on le comprend clairement. C'est une humanité qui est très ambiguë. C'est une condition universelle qui est toujours entre meilleur et un pire. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va plus. Entre l'infime et puis l'infini.
Nous sommes dans une réalité humaine ambiguë. Alors, la hiérarchisation des vies, ça ne tient pas. Ça ne tient pas davantage, d'ailleurs, que celle des cultures. Et la gageure d'une société inclusive, c'est comment, par l'éducation notamment, de réunifier des univers sociaux qui sont souvent séparés, stratifiés de manière très artificielle, pour forger un répertoire commun. En fait, il s'agit de dessiner, par l'éducation, une matrice commune qui reconnaît une condition commune. Et on voit bien qu'il s'agit de s'extraire de légitimation, comme j'ai dit, de formes de légitimation, de privilèges persistants. Deuxième axiome, c'est celui qui remet en cause les exclusivités persistantes en matière de patrimoine humain et social. Je vais vite parce que je l'ai déjà évoqué. Je vais le formuler comme ça. Nul ne peut avoir l'exclusivité d'un patrimoine indivise qui est composé d'un héritage horizontal et d'un héritage vertical. Nul ne peut penser avoir l'exclusivité sur ce patrimoine. L'école en fait partie. Nos savoirs en font partie. Notre culture en fait partie. Chacun, qu'il soit blessé dans son corps ou pas, ou qu'il se dise, entre guillemets, bien portant, a un droit égal à jouir de l'ensemble des biens sociaux. On se dit, ça c'est su par tout le monde, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suis désolé, il faut cesser de le répéter. Et la convention avec laquelle j'ai commencé ne cesse de le répéter non plus. La ville, les transports, les espaces citoyens, tous ces lieux, notre savoir, notre culture font partie de ce capital collectif. Et quand il y a privation d'accès à ce capital, nous sommes en situation de discrimination. L'idée de société inclusive tourne donc le dos à toutes les formes de captation qui accroît de fait le nombre de personnes empêchées, sur la base d'une égalité avec les autres, de bénéficier des moyens d'apprendre, des moyens de communiquer, des moyens de travailler, bref, de faire œuvre. Qui d'entre nous ne peut pas comprendre ceci quand on casse des enfants par rapport au circuit d'éducation, qu'on casse l'entrée des enfants dans le circuit d'éducation, bien, en même temps, on casse l'entrée possible dans une vie professionnelle. Et le pire d'une vie, c'est d'être désœuvré et de se sentir inutile. Le problème, c'est qu'on le comprend pour nous, puisqu'on finit par l'oublier pour les autres. Et je pense ici à ces mots de Rousseau que je lisais dernièrement dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Rousseau disait ceci, et vous comprendrez pourquoi j'y ai été sensible par rapport à ce propos-là. Il disait ceci, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, mais que la terre n'est à personne. La terre est patrimoniale. Troisième axiome, c'est celui qui invite à contester l'exclusivité des normes. Je passe assez rapidement, j'en ai largement parlé. Ce sont des normes qui se sont construites au fil du temps, des cultures. Pour avoir vécu un temps de ma vie sur les territoires océaniens et puis africains, eh bien, on se dit, mais on en prend conscience, on le sait, mais la conscience est plus forte alors quand on se déplace, que les normes sont culturellement construites, qu'elles ne sont jamais absolues, que ce qui est normal ici se trouve anormal là-bas, et qu'on voit bien que dès qu'on fait des normes une exclusivité, on va aggraver les rapports de domination, on va multiplier les phénomènes d'exclusion, et parmi les premières victimes, ce sont les personnes en situation de handicap. Je vous signale ce chiffre qui a été donné par le premier rapport mondial co-signé par la Banque mondiale et l'OMS, publié, si ma mémoire est bonne, en juin 2011 à New York, qui indique qu'il y a 1/7 de l'humanité, 1/7, nous sommes 7,4 je crois ou 5 milliards, compteur tourne sans cesse, eh bien 1/7 vit une situation de handicap. 1/7. Vous et moi, peut-être nous disions 10%. Hein. C'est une moyenne à raser, bien sûr, dans des pays c'est plus élevé, souvent les pays économiquement très pauvres, et puis dans d'autres c'est moins. Mais en moyenne à raser, c'est 15%. 1 sur 7. Vous voyez, quand nous parlons handicap, là aussi nous posons mal les questions. Nous donnons à penser quelquefois qu'il s'agit d'une petite population homéopathique qui est sur le trottoir d'en face.
celui sur lequel on n'est pas, où on n'aimerait pas aller, où on n'est pas. Hein? Mais en fait, c'est beau. La réalité, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est une réalité au centre de l'humanité. 1 sur 7 qui vit elle-même une situation de handicap. Je vous laisse ajouter les parents qui sont terriblement impactés, qui ne le sait pas, quelquefois les fratries, les compagnes, les compagnons, et vous retrouvez avec un tiers quasiment directement concerné ou assez directement concerné. Donc, vous voyez, c'est une réalité très importante. Hein, très importante. Alors la visée inclusive, c'est celle qui s'élève contre l'emprise excessive de la norme, qui souvent dans les sociétés, la nôtre n'est pas la seule, hein, mais une norme qui préside, parfois de manière obsessionnelle, et j'allais dire même parfois de manière névrotique. Hein. La norme, la norme, la norme, il faut être à la norme, et si on n'est pas à la norme, on se dit « je ne peux pas avoir de place ». Alors la société inclusive, la signification d'une société inclusive, c'est celle qui donne un droit de cité, hein, à la diversité des silhouettes humaines. Je vais le formuler de manière ramassée comme ça. L'exclusivité de la norme, c'est personne, et la diversité, c'est tout le monde. Hein. Enfin, 4e et avant-dernier axiome, et j'en ai terminé, il renvoie à l'idée d'équité. Le 4e axiome, c'est cette idée d'équité. Ça sous-tend, et c'est un immense chantier, on ne peut être que des semeurs. Et à l'occurrence, les moissonneurs seront bien plus tard. Hein. La question n'est pas là, mais on voit bien comment il nous faut refonder la question de la justice sociale, la question de l'égalité formelle et de l'égalité réelle, et de les conditions d'exercice de cette égalité. Parce qu'une société humaine sans des conditions d'équité n'est rien. N'est rien. Et le principe d'équité, il nous faut clairement le distinguer de celui d'égalité. Je l'ai dit tout à l'heure, le moment le plus inégalitaire d'une vie humaine, c'est la naissance. Il n'y a pas plus inégalitaire. On est né quelque part, on est né avec un potentiel, on est né dans une famille qui nous booste ou qui nous entrave, etc., etc., etc. Nous naissons dans l'inégalité. Si on pouvait dire qu'il y a un moment parfaitement égalitaire dans une vie, c'est l'instant de la mort. Juste l'instant, hein, pas ce qui précède, hein, parce qu'elle peut être plus ou moins douloureuse et difficile. Il n'y en a qu'un d'égalité. Tout le reste est inégalitaire. Alors, faire de l'équité, ça consiste à agir de manière modulée pour tenter de réduire les inégalités de nature ou de situation. C'est ça, faire de l'équité. Ce n'est pas donner plus à ceux qui ont déjà. L'excellence aux excellents. Pourquoi pas? Mais à condition de la donner aux autres aussi. Et au nom de la hiérarchisation des vies, c'est quelquefois ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire, c'est compenser. C'est ce qui est inscrit d'ailleurs dans la loi du 11 février 2005. C'est l'attention à la compensation des inégalités. Alors, vous voyez que c'est tout à fait différent de l'égalitarisme, parce qu'il y a une sorte de mythe égalitariste qui est complètement absurde. Hein. Non, nous sommes dans l'inégalité, il nous faut prendre des mesures équitables. Et c'est tout autre chose. Et enfin, dernier axiome, qui me paraît être la marque aussi d'une société inclusive, c'est une société qui ne défend pas, et je pense que vous y retrouverez, parce que là aussi, chacun le vit en soi. Vous voyez, ce soir, j'aurais pu ne pas parler de handicap, parce que je suis plus dans l'universel des hommes. Hein. Eh bien, il ne défend pas simplement le droit de vivre pour une personne, mais le droit d'exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne fais pas non plus, là aussi, une distinction, comme je l'ai fait pour inclusion inclusive, de manière gratuite. Hein. Le vivre, vous le savez, c'est ce que nous partageons avec tous les êtres vivants. Le règne végétal, le règne animal, le règne humain, tous les organismes vivants, pour vivre, ont des besoins, pour s'auto-conserver. Ça renvoie aux besoins biologiques. Pour vivre, nous avons besoin de nous reposer, de manger, de boire, etc. Et c'est très bien ainsi. C'est ce qui conserve la vie. Mais nous, les humains, nous avons besoin de plus. Et nul n'y fait exception, y compris les personnes fragilisées par un handicap. Nous avons besoin de nous sentir exister.
Et qu'est-ce que se sentir exister? Qui d'entre nous pourrait le nier? Parce que nous avons besoin, pour exister, des relations aux autres. Nous avons besoin de reconnaissance par les autres. Et nos vies, elles sont guidées par ça. Souvent, plus ou moins secrètement. On a besoin d'avoir des amis, des amours, des réseaux professionnels, sociaux. On est dépendant des solidarités humaines. Et ce qui nous fait exister, c'est la possibilité de se sentir membre de sa société ou de sa communauté d'appartenance. Sinon, on n'existe pas. Vous voyez, je pensais à ça après l'avoir écrit. Une personne de mon entourage, pas de ma famille, de mes amis, je suis allé la visiter dans une maison de retraite. Je me disais, dans ces maisons, on vit. Les médicaments sont portés à l'heure. Le petit déjeuner aussi. La douche est donnée. On y vit. Je me disais, c'est de la survie. Et je me suis forgé un mot, c'est plutôt sous-vivre, d'ailleurs, hein, que vivre. Mais on n'y existe plus. Cette dame, personne ne va la visiter. Elle a perdu tous ses repères, le village qu'elle aimait, la terre qu'elle aimait. Elle vit, elle survit, mais n'existe plus. Parce que je crois que le cogito cartésien est trop court. On n'est pas parce qu'on pense. On est parce qu'on compte pour quelqu'un. Et on existe parce qu'on compte pour quelqu'un. Parce que nous, les humains, nous n'avons pas simplement besoin, comme les autres, simplement de vivre, mais on a besoin de se sentir exister. Il nous faut inventer de la société pour exister. Je vais le dire ainsi, il n'est pas assez pour chacun de nous de naître physiquement, tant s'en faut. Tant s'en faut. On doit parvenir à exister avec et parmi les autres. C'est un désir originel. Disons-le autrement, on peut être soigné par tous et mourir de n'exister pour personne. C'est le drame de nombre de personnes du grand âge et c'est le drame de nombre de personnes en situation de handicap. Bien sûr qu'il faut augmenter la hache. Elle est largement en deçà du seuil de pauvreté. Mais est-ce que le débat profond est là? Il est ailleurs. Il est ailleurs. Ne pas accéder à l'éducation, c'est ne pas exister. Alors quelquefois on s'étonne, on dit les parents, ils frappent à la porte, ils veulent que leur enfant soit à l'école. Mais oui, parce que l'école, on existe. On se dit cet enfant, il existe. Cet enfant, il est reconnu. Il est parmi les autres. Alors du coup, ça nous évite des jugements de valeur sur les parents qui sont tant insistants. Je me dis, mais pourquoi ils insistent autant, les parents? Parce que là, on existe parmi les autres. Et l'école, c'est un lieu d'existence, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'éros, dans le sens de force de vie. Et on voit bien comment le handicap met en relief ce caractère toujours problématique de l'accès à l'existence. Et c'est vrai qu'on pourrait le dire ainsi, vivre sans exister, c'est peut-être une des formes les plus cruelles d'exclusion. Et ça invite effectivement notre société à réfléchir à cette place-là, parce que toute existence humaine procède de la possibilité de se projeter vers des fins qui dépassent le seul entretien de la vie. Rousseau, dans un autre livre qui s'appelle La Nouvelle Héloïse, disait ceci, « Malheur à celui qui n'a plus rien à désirer, il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède et il n'existe plus. » Et il avait bien compris, lui qui vivait déjà. Alors, bien sûr que nous avons raison de parler des besoins des personnes en situation de handicap. Et on dit d'ailleurs, à l'école, on dit des enfants à besoins éducatifs spécifiques. Pourquoi pas? Mais la question des besoins, c'est une vraie question. Répondre pédagogiquement à leurs besoins particuliers, y compris ensuite dans la société. Mais attention de ne pas négliger leur goût, leur opinion, leurs désirs, leurs peurs, leurs élans vitaux, leurs accablements, leurs rêves. Tout ce qui fait d'eux, comme nous sommes, des êtres existants, sentants, pensant, pris dans des flux de projets, de passions, de volontés. C'est tout autre chose. Réduire les personnes aux besoins de survie, d'où l'importance, et je termine avec cela,
et je crois que c'est un défi de notre temps. C'est un défi de notre temps. J'ai été heureux que Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, en parle récemment. C'est la reconnaissance de cette parole-là. C'est-à-dire la parole de ceux qu'on a empêchés de parler tout au fil de l'histoire. On a parlé à leur place, on n'a pas reconnu leur expertise et on n'a pas reconnu leurs compétences. Comment peut-on amener quelqu'un à avoir le sentiment d'exister si on ne l'entend pas, si on ne reconnaît pas ses compétences, si ténues soient-elles, hein? Et ce sont des gens dont on doit entendre la voix, dont on doit reconnaître l'expertise, de même que celle de leurs proches, qui ont souvent été tenus derrière la porte. C'est un défi. Alors, je termine, un mot de conclusion, simplement. Voyez, l'idée de société inclusive suppose de relever ces défis-là. Ils sont compliqués. Et je vais le dire comme cela, ça paraît à contre-culture. C'est parce qu'on se dit, le temps autour de nous et la société tournent dans l'autre sens. Hein? Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. C'est pour ça que j'ai parlé d'ambivalence. Hein? On se dit, il faut inverser le mouvement. Un mouvement qui est puissant vers la force de l'homme économique, de la productivité, de la compétitivité. Il la faut, pas être naïf, mais en même temps, en permanence, penser qu'il y a autre chose aussi. Alors, les textes législatifs, les rapports, les recommandations des instances internationales appuient cette évolution vers une société inclusive. Alors, vous voyez que moi, quand j'ai écrit ce livre en 2012, j'étais à mille lieues d'imaginer qu'on en parlerait autant 5 ans après. Et ce terme, il est maintenant très largement partagé. Hein. Alors, je crois que ça nous offre l'occasion de tirer le meilleur de nos systèmes de pensée et de nos systèmes sociaux, de les parfaire, et aussi de faire un usage éclairé de notre raison, Et je pense que derrière ça, derrière la visée inclusive, il y a une responsabilité, à la fois éducative, à la fois sociale, à la fois politique et à la fois éthique. C'est-à-dire c'est très couvrant, hein, c'est très couvrant. Et on pourrait parler ensuite de l'école spécifiquement, et puis de chaque morceau de la mosaïque que j'ai abordé, mais il y a quelque chose qui est très lié, c'est-à-dire rien ne peut être insularisé, hein, c'est bien une action sur la culture qu'il faut conduire. Je vous remercie.